Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième maintenant déjà webinaire des rencontres santé-travail du réseau Présence avec les 12 services de santé au travail, de prévention et de santé au travail de la région Pays de la Loire. Un webinaire qui s'appelle 5 points à savoir pour pas se louper avec le droit. Comme vous le savez certainement, la santé au travail, ça doit faire partie intégrante de l'organisation des entreprises actuellement. La mise en forme, elle est multiforme, hein. Elle touche l'organisation, la prévention, l'activité, et elle comporte un aspect tant médical que juridique. Et ce webinaire sur les 5 points à savoir pour ne pas se louper avec le droit, on voulait vous le présenter. Et donc, on accueille Alizé Chailloux, qui est sur la droite de votre écran, qui est la juriste en droit social du SSTRN à Nantes, et Dominique Cadio, qui est avocate spécialiste en droit social, euh, qui travaille au cabinet Gilles Renaud Associés. Bonjour. Alizé, eh bien, Go, je crois que c'est toi qui commences par la première partie. Non, d'abord, je vais vous refaire un petit point du sommaire. J'oublie déjà l'essentiel. Les 5 points qu'on a relevés pour vous, c'est assurer le suivi en santé au travail des travailleurs. C'est faire l'évaluation des risques professionnels. C'est bien appréhender les différents droits d'alerte. C'est mettre en place les outils de formation des salariés. Et pour finir, et c'est le troisième axe de la mission des services de santé au travail, c'est agir pour lutter contre la désinsertion professionnelle. Alizé, Dominique, c'est à vous. Merci. Donc, bonjour à tout le monde, à tous. Donc, le premier point sur lequel nous voulions insister, c'est celui d'assurer le suivi santé-travail de vos salariés. En effet, dès que vous allez embaucher votre salarié et jusqu'au terme de cette relation contractuelle, vous allez devoir initier les différentes visites qui relèvent du suivi santé-travail du salarié. Donc, ça suppose de bien connaître la frise qui est affichée à votre écran et de bien connaître les cas qui donnent lieu à l'organisation des visites. Et on va les revoir rapidement, chacun de ces points-là. Bien évidemment, la présentation n'a pas vocation à être exhaustive. Donc, si jamais vous voulez plus d'informations, on vous invite à aller consulter les plaquettes dédiées sur le site de Présence Région. Alors, la première visite qu'il va falloir réaliser, c'est la visite à l'embauche. En fonction du poste auquel est affecté le travailleur, donc s'il est affecté à un poste à risque ou non, la visite et son délai pourront être différents. Donc, s'il est affecté à un poste à risque, le salarié bénéficiera d'un examen médical d'aptitude qui est obligatoirement réalisé avant l'affectation, puisqu'on veut vérifier avant que le salarié commence à prendre ce poste, vérifier s'il est apte ou non. Au contraire, si le travailleur est affecté à un poste non à risque, il bénéficiera d'une visite d'information et de prévention qui pourra être réalisée par un infirmier dans les 3 mois qui suivent l'affectation à son poste de travail. Ces visites donnent lieu ensuite à un renouvellement périodique. Donc, au niveau du suivi périodique, on est sur la même logique que pour les visites à l'embauche. Il faut d'abord penser à poste à risque ou non, puisque c'est cette notion de poste à risque qui va déterminer ensuite la périodicité des examens et aussi le type d'examen qui devra être réalisé. Si le salarié est infecté à un poste à risque, il faudra donc réaliser une visite intermédiaire, puis ensuite un examen médical d'aptitude. Dans tous les cas, il doit y avoir 4 ans maximum entre chacun des examens médicaux d'aptitude. Si au contraire le travailleur est affecté à un poste non à risque, il bénéficiera d'une visite d'information et de prévention, toujours réalisée par un professionnel de santé, donc ce qui inclut possiblement un infirmier. Et cette fois-ci, la périodicité sera de 5 ans. Donc on a une périodicité qui est beaucoup plus importante, qui s'explique notamment par le fait que le salarié n'est pas à un poste à risque. Ce suivi périodique devra ensuite être renouvelé à fréquence tout au long de la relation contractuelle. Donc, il faudra bien penser en tant qu'employeur à vous faire les points d'alerte et à suivre les différentes dates pour que vous puissiez être à jour dans le suivi périodique de vos salariés. En plus de ce suivi dit périodique, il va intervenir d'autres visites qui, elles, doivent être organisées en fonction de la survenance d'un événement particulier. Donc, c'est le cas de la visite à la demande, donc à la demande de l'employeur, du salarié ou du médecin du travail, qui peuvent en faire la demande, et elle sera donc réalisée à tout moment dès lors que l'une de ces personnes en a initié la demande. C'est le cas également de la visite de pré-reprise qui peut, donc ce n'est pas une obligation, être organisée pendant un arrêt de travail de plus de 30 jours. C'est une visite qui est particulière puisque l'employeur n'a pas l'initiative de cette visite-là, puisqu'elle est réalisée pendant l'arrêt de travail, donc pendant la suspension du contrat de travail du salarié. C'est une visite qui peut être initiée par le salarié, son médecin traitant, le médecin conseil de la sécurité sociale ou le médecin du travail. Concrètement, l'idée de cette visite, c'est de préparer au mieux le retour en emploi du salarié.
Donc, on va émettre des recommandations pour préparer au mieux les aménagements qui pourront être préconisés ensuite à la reprise. Doit intervenir une visite de reprise lorsque certains événements ou certaines absences sont réalisées. Ça concerne les absences pour cause de congé maternité, les absences pour cause d'arrêt pour maladie professionnelle, quelle que soit la durée de cette absence, les absences pour cause d'accident du travail d'au moins 30 jours et les arrêts d'au moins 60 jours pour cause d'accident ou de maladie non professionnelle. La visite de reprise, c'est vraiment la visite qu'il ne faut pas louper, puisqu'elle a des implications juridiques importantes. On dit que c'est elle qui met fin à la suspension du contrat de travail, donc elle est très importante, et elle est aussi enfermée dans un délai qui est très court. Elle doit être organisée dans les 8 jours qui suivent la reprise effective du travail. Aux 45 ans du salarié doit également être organisée ce qu'on appelle la visite de mi-carrière. Donc concrètement, cette visite-là, a pour objet de faire le point à un âge qu'on juge, charnière en matière de désinsertion professionnelle et donc elle consiste à faire le point auprès du salarié et de vérifier si son poste de travail est toujours en adéquation avec son état de santé. Elle peut consister également à sensibiliser aux enjeux du vieillissement au travail et de préconiser éventuellement des aménagements de poste de travail ou des aménagements du temps de travail. À la cessation d'une exposition, devra également être réalisée une visite post-exposition ou à la cessation d'activité, notamment en cas de départ en retraite, devrait être réalisée une visite post-professionnelle. Ces 2 visites ne concernent cependant que les salariés affectés à des postes à risque. Ce sont des visites qui sont obligatoirement réalisées par le médecin du travail et concrètement, l'idée de ces visites, c'est de permettre de faire un état des lieux réalisé par le médecin du travail des facteurs de risque auxquels a été exposé le travailleur au cours de sa carrière ou au cours de sa dernière activité et de faire le lien, de permettre de créer du lien avec le médecin du traitant et le médecin du conseil de la sécurité sociale qui, eux, de leur côté, vont ensuite pouvoir réaliser la surveillance post-expo ou post-professionnelle. Dans tous les cas, toutes les visites que vous voyez sur la frise peuvent être réalisées en présentiel, ce qui est le principe, ce qui se faisait depuis plusieurs années, mais également depuis quelque temps, notamment depuis la crise sanitaire et encore plus désormais puisque cela a été, réglementé, il est désormais possible aussi de réaliser les visites en téléconsultation. Sous condition cependant, la téléconsultation ne peut être demandée que par le salarié ou par le professionnel de santé. Et dans tous les cas, c'est le professionnel de santé qui apprécie si oui ou non il y a une pertinence à réaliser la téléconsultation. Côté employeur, ce qu'il faut retenir, c'est que vous ne pouvez jamais de vous-même demander la téléconsultation et veillez bien également à mettre à disposition dans vos lieux de travail un local dédié à la téléconsultation. On a un article du Code du travail qui nous conseille de mettre à disposition ce local si nécessaire. L'idée étant de permettre d'avoir un local qui permet une téléconsultation dans de bonnes conditions visuelles, de bonnes conditions sonores et surtout de permettre la confidentialité des échanges. C'est très important. Par exemple, on ne fait pas une téléconsultation en open space. C'est vraiment les points sur lesquels il faut être vigilant en matière de téléconsultation. Voici pour, ce qui est du suivi santé-travail. Donc on vous invite, comme je l'ai dit, plus avant, si vous voulez vraiment plus de précision sur le détail de chacune des visites, à regarder les plaquettes qui vous seront transmises. Le deuxième point sur lequel nous voulions, insister, c'est celui de faire l'évaluation des risques professionnels. Dès que vous employez au moins un salarié, vous allez avoir l'obligation d'établir ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels, donc le DURP. C'est un document qui va venir répertorier l'ensemble des risques auxquels sont exposés vos travailleurs. Il va finalement retranscrire le résultat. Nous avons perdu Alizée, une petite déconnexion visiblement. C'est arrivé ce matin, tout à l'heure pendant la mise en place. Elle devrait revenir très très vite. Si vous voulez bien patienter, je vois que le chat est déjà bien animé. Excusez-moi. Rebonjour Alizée, on reprend, pas de souci. Donc, comme je disais, vous allez avoir, en fait, dès que vous employez un salarié, vous allez avoir l'obligation d'établir le document unique d'évaluation des risques professionnels qui vient retranscrire les résultats de votre évaluation des risques professionnels. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de format officiel du DURP, mais en tout état de cause, il doit quand même comporter l'inventaire de vos risques par unité de travail
Également, le Code du travail nous dit qu'en annexe, il doit comporter des données collectives qui vont ensuite être utiles pour l'évaluation des expositions individuelles et il doit également comporter la proportion de salariés exposés aux facteurs de risque professionnel. C'est un document qui doit vraiment être adapté à votre structure pour qu'il soit le plus pertinent possible. Donc, on ne peut que vous déconseiller de faire du copier-coller de modèles que vous pourriez trouver sur Internet. Euh, on a toutefois conscience que l'évaluation des risques professionnels, ça peut être quelque chose qui peut être compliqué à faire tout seul dans son coin. Donc, pour ça, vous pouvez vraiment faire appel à différents interlocuteurs qui pourront vous aider, vous accompagner dans sa rédaction. Donc, c'est le cas de votre branche professionnelle. N'hésitez pas à la solliciter. N'hésitez pas également à solliciter les services de prévention et de santé au travail qui, pour la plupart, dispensent des ateliers d'aide à la rédaction du DRP. Donc, c'est le cas, moi, dans mon service au SSTRN. On développe vraiment un atelier et c'est vraiment un atelier pratico-pratique. Vous allez vraiment ressortir avec des billes, une aide vraiment importante pour rédiger votre DRP. Ça ne reste pas qu'un atelier théorique. C'est un document qui, certes, une fois qu'il est mis à jour, doit ensuite être mis à jour. C'est un document qui doit vivre au fur et à mesure de l'évolution de votre structure. Et pour cela, le Code du travail nous dit qu'il doit être mis à jour au moins une fois par an pour les entreprises d'au moins 11 salariés. Et ensuite, pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, il va aussi falloir mettre à jour le DRP dès lors que vous avez un aménagement qui modifie de manière importante vos conditions de travail, vos conditions santé-sécurité, et aussi si en tant qu'employeur, vous avez connaissance d'une information supplémentaire qui concerne l'évaluation des risques professionnels. Là aussi, il faudra mettre à jour votre DURP. Outre l'établissement ou la mise à jour, c'est aussi un document qui doit être conservé. Vous devez conserver votre DURP et les versions antérieures dans un délai de 40 ans à compter de leur élaboration. Alors, dans quelques temps, il sera possible de déposer votre DURP sur un portail numérique. En l'attente, comme ce n'est pas encore, à l'heure actuelle, ce n'est pas encore mis à jour, en l'attente, vous pouvez tout à fait conserver un format dématérialisé ou un format papier. Le DURP, ce n'est pas qu'une fin en soi. Il ne s'agit pas simplement d'avoir établi vos risques professionnels et de vous arrêter là. Au contraire, une fois vos risques hiérarchisés, il va falloir que vous déterminiez des mesures de prévention à mettre en œuvre pour réduire vos risques professionnels, voire même, idéalement, les faire disparaître et les supprimer totalement. Et les résultats de l'évaluation vont déboucher sur des formalités qui vont différer en fonction de votre effectif. Si vous êtes dans une entreprise de moins de 50 salariés, il va vous falloir définir des actions de prévention de risques et de protection de vos salariés, que vous devrez d'ailleurs consigner dans votre DURP. Si au contraire, vous êtes une entreprise d'au moins 50 salariés, là, vous devrez avoir une obligation un peu plus importante, puisqu'il va vous falloir établir un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Concrètement, dans ce programme, vous allez devoir lister les mesures que vous envisagez pour l'année à venir. Et pour chacune de ces mesures, vous allez devoir préciser une estimation des coûts, les conditions de mise en œuvre, les ressources mobilisées. Donc c'est une obligation qui est un peu plus poussée. Et bien évidemment, ce programme annuel devra ensuite être mis à jour à fréquence en même temps que vous mettez à jour votre DURP, puisque finalement, ils sont très interconnectés. Donc voici les points sur lesquels je voulais vraiment insister en matière d'évaluation des risques professionnels. Je vais laisser la main maintenant à Dominique Cadio pour la partie 3, bien appréhender les différents droits d'alerte. Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, pour ne pas se louper en droit à la santé au travail, eh bien, il est important de bien appréhender les différents droits d'alerte. Pourquoi ? Parce que il s'agit de savoir quel type d'alerte est déclenché. Il y a 3 types d'alerte. Le droit d'alerte du salarié, qui est visé à un article spécifique du Code du travail. Il y a aussi le droit d'alerte des élus du personnel. Et puis enfin, le droit d'alerte du lanceur d'alerte qui fait l'objet de dispositions légales récentes. En ce qui concerne le droit d'alerte du salarié, c'est finalement son droit de se retirer d'une situation qu'il estime dangereuse. Ce droit, il doit être inscrit dans le règlement intérieur. Donc, pour ne pas se louper, il faut quand même inscrire ce droit dans le règlement intérieur. Et il faut savoir que du côté de l'employeur, il n'y a pas de contestation possible, en fait, de ce droit qui est un libre exercice, même si on vous conseille quand même de faire en sorte que lorsque le salarié
déclenche un droit d'alerte, qu'il estime une situation dangereuse pour lui-même ou pour d'autres, eh bien, il y a une nécessité d'une traçabilité. Il faut savoir aussi que ce droit d'alerte déclenché par le salarié, donc qui est visé à l'article R4131 du Code du travail, et puis il peut déclencher lui aussi ce droit d'alerte, le droit d'alerte d'un élu du personnel, car ce peut être un relais. L'alerte faite par un travailleur peut être relayée aux élus du personnel, et c'est le second droit d'alerte qui existe dans le Code du travail, c'est le droit d'alerte des élus du personnel. En fait, les élus du personnel peuvent déclencher 3 types d'alertes. Une alerte danger grave et imminent, donc c'est celle qu'on vient de voir, c'est-à-dire éventuellement le relais d'une alerte santé, d'une alerte danger grave d'un salarié, donc qui est repris par un élu. Il y a une autre alerte possible par les élus, c'est l'alerte droit des personnes, atteinte aux droits des personnes. Donc ça, c'est une alerte qu'on va retrouver en situation de harcèlement moral, harcèlement sexuel, agissement sexiste. Et puis, il y a une dernière alerte que peuvent faire les élus du personnel, c'est exercer leur droit d'alerte en matière environnementale. En tout cas, ce qui est certain, c'est que lorsque l'élu déclenche l'alerte, on a une obligation de réagir en tant qu'employeur, puisque le droit d'alerte des élus du personnel va déclencher une enquête, l'obligation d'ouvrir une enquête, et s'il y a un désaccord sur cette obligation-là, eh bien, c'est l'inspection du travail ou éventuellement le juge qui peut être saisi. Donc, il y a un degré d'appréciation, il y a une discussion possible, mais il n'empêche que la première des obligations pour l'employeur lorsque l'élu déclenche l'alerte, c'est de réagir. C'est de réagir, sauf à vous retrouver effectivement en suite judiciaire non souhaitée. L'autre conseil aussi par rapport à ce droit d'alerte, c'est que ce droit d'alerte élu du personnel, notamment, et du salarié, c'est que l'élu, comme le salarié, il va être protégé parce qu'il exerce son droit d'alerte. Il est protégé du pouvoir disciplinaire de l'employeur et il est aussi protégé d'un point de vue pénal, c'est-à-dire qu'on considère qu'il est en non-responsabilité pénale, même si l'alerte n'est pas avérée. La seule frange possible, c'est la mauvaise foi. Là, si effectivement le salarié ou l'élu du personnel qui déclenche une alerte est de mauvaise foi, eh bien là, l'employeur va retrouver un pouvoir pour mettre en jeu une responsabilité. En tout cas, ce que aujourd'hui on distingue, c'est un droit un peu spécifique qui est celui du lanceur d'alerte. Et c'est pour ça que je me propose de faire un slide un peu particulier sur ce lanceur d'alerte. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un dispositif législatif qui n'est pas dans le Code du travail. C'est la loi Sapin 2, donc une loi dite anti-corruption. Et cette loi, elle existe depuis 2016. Et elle a défini ce qu'est un lanceur d'alerte. Alors, qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte ? C'est quelqu'un qui va dénoncer, qui va signaler sans contrepartie directe financière, eh bien, de bonne foi aussi, parce que la notion de bonne foi est importante, des informations qui relèvent soit d'un crime, soit d'un délit, soit d'une menace ou d'un préjudice à l'intérêt général, soit d'une violation d'un engagement international de la France. Donc, vous voyez une définition très précise qui, concrètement, va donner lieu à une procédure d'enquête. Bien. Concrètement, dans l'entreprise, qui peut être lanceur d'alerte ? Eh bien, le texte nous le dit, hein, c'est un salarié, un ancien salarié ou éventuellement un candidat à un emploi dans l'entreprise. Et depuis novembre 2022, ce texte sur le lanceur d'alerte a été actualisé, ou tout au moins les obligations se sont renforcées, c'est-à-dire que vous avez, et pour ne pas se louper, aujourd'hui il faut revisiter le règlement intérieur pour intégrer un article qui porte sur la protection des lanceurs d'alerte, donc faire référence à la loi. Et puis, si vous avez plus de 50 salariés, eh bien, il va falloir bien déterminer la procédure de traitement, de gestion de l'alerte qui est faite par le lanceur d'alerte. Parce que si j'ai plus de 50 salariés, je dois écrire une procédure de traitement de ce lanceur d'alerte. Comment je gère ?
Comment ça se passe? Si j'ai moins de 50 salariés, eh bien, je dois avoir un référent et je dois aussi traiter la question du lanceur d'alerte. Donc, ce que je pense utile pour ne pas se louper sur ce sujet, c'est d'abord de bien savoir dans quel type d'alerte on est. Est-ce que c'est une alerte d'un salarié? Est-ce que c'est une alerte d'un élu? Est-ce que c'est un salarié qui se place sous la protection du lanceur d'alerte? Car les incidences procédurales ne sont pas les mêmes. Et puis, les incidences procédurales, notamment pour le lanceur d'alerte, est importante parce qu'il y a une protection très particulière, il y a une procédure très particulière. Et il faut savoir aujourd'hui que finalement, ce lanceur d'alerte qui jusqu'à présent devait passer par le canal d'un signalement interne avant d'aller vers un signalement externe, c'est-à-dire aux autorités, aux défenseurs des droits par exemple, ou à la CNIL par exemple, eh bien aujourd'hui, ce lanceur d'alerte, il peut choisir d'abord de faire un signalement externe avant de faire un signalement interne. Donc, il y a peut-être un intérêt pour les entreprises à bien cadrer le signalement, la procédure du lanceur d'alerte en interne pour éviter peut-être que le lanceur d'alerte se dirige, faute d'informations, vers une autorité. C'est, je pense, un intérêt. Et puis, surtout, peut-être que quelqu'un qui dénonce, par exemple, un harcèlement moral, il n'a peut-être pas forcément envie, ou soit il ne souhaite pas nécessairement se placer sur le statut du lanceur d'alerte. Il peut très bien, et c'est ça, quand je dis identifier bien la nature de l'alerte qui est lancée, peut-être que cette personne qui souhaite alerter sur une situation qu'il estime être du harcèlement moral, eh bien peut-être qu'il souhaite se placer sur autre chose que le processus de lanceur d'alerte et simplement une alerte d'un salarié qui signale ou une alerte à relayer à des élus pour ouvrir une enquête en interne qui n'a rien à voir avec l'enquête dite de lanceur d'alerte. Voilà sur ce thème du lanceur d'alerte, sachant que on pense aussi, et en quatrième point, pour ne pas se louper, on a vu le suivi médical, on a vu les droits sur le lanceur d'alerte, mais on pense quand même essentiel de vous faire un petit mot aussi sur la formation des salariés. Pourquoi? Ben parce qu'on sait bien que la formation des salariés, c'est un moyen essentiel de prévention des risques professionnels. Alors, la loi ne s'y trompe pas, puisqu'en droit du travail, très clairement, il faut, pour l'employeur, former les salariés, ces salariés à la sécurité et à leur poste de travail. Le législateur a d'ailleurs fixé l'obligation de formation comme une obligation nationale, avec à terme, je dois même faire en sorte que les salariés puissent progresser, nous dit-on, d'au moins une qualification sur toute la période d'emploi. En tout cas, en matière de santé au travail, le texte, le législateur va même plus loin puisqu'il nous dit qui doit être formé à la sécurité. Alors, qui? Les nouveaux embauchés, ceux qui changent de poste de travail, les travailleurs temporaires, ceux mis à disposition, ceux qui reprennent leur activité. Donc, la loi nous dit qui? Et la loi nous dit aussi comment on doit former les salariés, quel type de formation. Donc, ça, c'est l'article L41. 41.3, et la loi nous dit, eh bien, c'est une formation qui doit être pratique, appropriée aux risques existants dans l'entreprise et qui doit tenir compte de la formation, de la qualification, de l'expérience et même, nous dit-on, de la langue du travailleur. Donc, loi très précise, donc pas se louper sur la nature de la formation, qui je forme à la santé, à la sécurité, et comment, on voit bien l'esprit de la nature de la formation. Alors, quels sont les outils? Il y a bien sûr foultitude d'outils pour former les salariés à la santé au travail, mais il me semble que là, on en a tracé juste deux. Celui, évidemment, du plan de développement des compétences, l'ancien plan de formation, dans lequel on doit trouver quand même des actions de prévention en santé au travail. Et je rappelle que tous les ans, le CSE est consulté sur les actions de prévention et de formation dans l'entreprise. Donc, c'est, pour ne pas se louper, peut-être utile de reprendre ces aspects-là. Et puis, le deuxième outil existant légalement, c'est l'entretien professionnel. L'entretien professionnel légal, ce n'est pas l'entretien annuel d'évaluation, c'est vraiment l'entretien professionnel prévu par
la loi, donc l'article L6315-1 du Code du travail, qui nous dit que tous les 2 ans, on doit examiner avec le salarié les perspectives d'évolution en matière de qualification, d'emploi, de valorisation, de VAE, pardon, de valorisation des acquis d'expérience, et on doit aussi informer sur le compte personnel de formation. Bien ça, ce sont des outils qui permettent de ne pas se louper sur le terrain de la formation en santé au travail. Je rappelle quand même que si je ne forme pas, j'engage ma responsabilité en cas d'accident et de maladie. Si je ne forme pas, si je ne fais pas, si je ne tiens pas cet entretien légal obligatoire, eh bien, je peux aussi être sanctionné financièrement, puisque l'employeur peut être condamné à abonder le compte personnel de formation, et il y a un enjeu quand même de 3 000 euros pour les salariés, pour les entreprises de plus de 50 salariés. Il peut y avoir aussi un abondement conventionnel qui est prévu, et juridiquement, le manquement de l'employeur à son obligation de formation des salariés, eh bien, c'est ce qu'on appelle un manquement à l'obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail. Donc, c'est évidemment nécessaire. Alors, je disais, en évoquant, en préparant cette intervention, on se disait qu'on pouvait imaginer d'autres pistes de réflexion sur la formation. J'en dis juste 2 mots, puisque le temps imparti est achevé pour ce qui me concerne, pour cette partie-là. On disait qu'il faut agir auprès des nouveaux arrivants dans l'entreprise, parce qu'on sait que ce sont ceux qui c'est une population à risque en termes d'accident. Donc, pourquoi ne pas réfléchir à mieux accueillir les nouveaux arrivants, et il y a des actions possibles sur le sujet. Et puis, on pensait aussi évoquer avec vous le fait de se faire aider sur des formations qui sont vraiment appropriées. La CRAM propose tout un tas de conseils pour former ces populations, à faire des formations ciblées. Et enfin, on pense aussi utile que peut-être de mobiliser, d'apprendre, en tout cas de vulgariser ce compte personnel de formation, qui est là un outil à disposition du salarié, mais qui peut être mobilisé aussi sous l'angle de la santé au travail. Juste un dernier point, vous savez que dans le cadre de la loi santé au travail, on met en place différents outils, et il y a un nouvel outil qui s'appelle le passeport de prévention. Et cet outil-là, eh bien, il va entrer en vigueur en avril 2023, c'est-à-dire dans quelques semaines à peine. Et c'est aussi un outil qui pourra être mobilisé par les salariés, comme un peu le compte personnel de formation. Donc voilà pour cet aspect de mettre en place des outils de formation à destination des salariés. Le dernier point qu'on voulait évoquer dans ce petit webinaire, c'est pour ne pas se louper en santé au travail, eh bien, il faut agir pour prévenir la désinsertion professionnelle. Alors, c'est un mot qui est nouveau, puisque le législateur l'emploie depuis la réforme de la loi santé au travail. La désinsertion professionnelle, c'est quoi? C'est anticiper la perte d'une activité professionnelle pour des raisons de santé, pour des salariés qui vont être en situation de handicap ou en difficulté de santé. Donc, l'idée, c'est pouvoir prévenir cette désinsertion et favoriser évidemment le maintien dans l'emploi. Donc, il y a un certain nombre d'outils qui peuvent être mis en place, et je propose à Alizée de nous parler en quelques mots de 2 outils existants et qui relèvent de la loi santé au travail. Et je la laisse prendre le relais sur ces 2 outils, la cellule de prévention et l'essai encadré. Merci Dominique. Donc comme Dominique vient de vous le rappeler, il y a en effet la loi santé-travail qui est venue renforcer la notion de désinsertion professionnelle qui existait, dont on en parlait déjà nous, côté service de prévention et santé au travail, mais c'est vrai qu'elle n'était pas vraiment mise en avant côté Code du travail et côté législateur. Et là, c'est chose faite depuis cette loi-là, qui est venue renforcer certains dispositifs qui existaient déjà et au contraire est venue en créer de nouveaux. Donc, c'est le cas de la cellule interne au service de prévention et santé au travail interentreprise,
Depuis le 31 mars 2022, tous les services de prévention et de santé au travail interentreprises doivent se doter d'une cellule dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, c'est une cellule qui est censée être pluridisciplinaire, qui est animée et coordonnée par un médecin du travail. Les services de prévention et de santé au travail sont assez libres dans la composition de cette cellule, mais en tout état de cause, le ministère du Travail recommande quand même qu'elle soit composée d'un médecin, d'un infirmier, d'un psychologue du travail, d'un ergonome, d'un chargé maintien d'emploi et d'un assistant administratif, ce qui permet une véritable pluridisciplinarité pour vraiment que chacun puisse apporter son expertise en fonction des thématiques. Alors, c'est une cellule que vous pourrez solliciter et qui intervient dans différents pans. Elle intervient sur un pan collectif et un pan individuel. Donc, au niveau des actions collectives que cette cellule va pouvoir mettre en place, elle va pouvoir faire, par exemple, des actions de sensibilisation auprès des adhérents, par exemple en mettant en avant l'importance du rendez-vous liaison, ou alors en faisant des sensibilisations sur l'importance de la détection précoce des facteurs de risque professionnels. Donc, tout un tas d'actions de sensibilisation, de prévention qui peuvent être mises à disposition et qui peuvent être élaborées auprès de nos adhérents. Elle va aussi intervenir sur des actions qui, elles, sont de l'ordre de l'individuel. Donc, tout d'abord, elle va pouvoir apporter son expertise auprès des médecins du travail qui la solliciteront. Par exemple, un médecin peut solliciter la cellule pour vérifier quel serait l'aménagement de poste le plus pertinent à adopter. La cellule peut aussi proposer un accompagnement vraiment poussé du salarié pour vérifier s'il peut bénéficier ou pas de dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle qui sont prévus par le Code de la sécurité sociale. Donc, c'est le cas de la Convention de rééducation professionnelle et aussi de l'essai encadré. Donc, l'essai encadré, je vais en parler en quelques mots très rapidement, c'est un dispositif qui permet à un salarié qui est en arrêt de travail de tester soit dans son entreprise actuelle, soit dans une autre entreprise, la compatibilité d'un poste de travail avec son état de santé. Donc, c'est un test qui peut être fait jusqu'à 28 jours maximum. Pendant ce test, il est toujours considéré comme étant en arrêt de travail, donc il continue de bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale. Et l'objet de ce test, c'est à l'issue de pouvoir en faire un rapport qui sera remis au médecin du travail et qui lui permettra de pouvoir adapter au mieux, lors de la reprise du travail, de faire des aménagements de poste adéquats au vu de ce qu'aura donné ou pas comme résultat l'essai encadré. Autre outil dans le cadre de cette désinsertion professionnelle, alors un outil qui existe, mais qui est nécessairement renforcé par cette loi santé au travail, c'est l'entretien professionnel après absence. En fait, le salarié qui va s'absenter pour une raison de congé maternité, une raison de congé parental, congé sabbatique, il y a un certain nombre d'absences qui sont identifiées par le Code du travail comme nécessitant, au retour du salarié, la tenue de cet entretien professionnel. L'entretien professionnel légal, c'est-à-dire le même que celui que nous avons tous les 2 ans, puis un entretien bilan tous les 6 ans. Et avec le même objet, c'est-à-dire réexaminer la situation du salarié en termes d'évolution de parcours. Alors aujourd'hui, cet entretien professionnel après absence, c'est un outil de désinsertion professionnelle. Il n'y a pas de sanction au sens juridique du terme, puisque je ne vais pas être sanctionnée si je ne tiens pas cet entretien-là, mais c'est quand même important si demain on se retrouve avec une discussion sur est-ce qu'on a tout fait pour maintenir l'emploi, pour réinsérer le salarié. Et ben, si je n'ai pas tenu cet entretien professionnel après absence, je me suis un petit peu loupée, hein, puisque c'est le sujet de notre webinaire. Donc, bien penser à cet entretien professionnel après absence. En tout cas, c'est un indice important. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que je suive mes absences, que j'assure le suivi des absences et je dois aussi avoir pour support la branche, parce que la branche professionnelle propose des cadres, des trames d'entretien professionnel, et donc ne pas omettre d'aller voir ce que propose la branche. Dernier outil qui est aujourd'hui nouveau, c'est le fameux rendez-vous de liaison. Donc, ce rendez-vous de liaison, c'est nouveau parce que effectivement, il vient d'être inscrit dans le Code du travail suite à la loi de réforme santé au travail de 2021. C'est un entretien qui permet de prendre contact avec quelqu'un qui est en arrêt de travail.
ça n'allait pas de soi, hein, évidemment, il fallait que ce soit quand même inscrit dans le Code du travail. Donc désormais, il y a cette possibilité de prendre contact officiellement, légalement, avec un salarié en arrêt depuis plus de 30 jours. Et j'ai même une obligation d'information, puisque le texte nous dit qu'au bout de 30 jours, l'employeur doit informer son salarié de ce qu'il a la possibilité d'avoir ce rendez-vous de liaison pour lui proposer justement la cellule de maintien dans l'emploi, une visite de pré-reprise ou un essai encadré. Donc, ce rendez-vous de liaison, c'est un rendez-vous d'information. Et le texte dit qu'il faut quand même informer le salarié de cette possibilité. Le salarié peut refuser, il n'est pas obligé d'accepter, et le but de ce rendez-vous de liaison n'est pas non plus médical. En tout cas, c'est un rendez-vous qui normalement est tripartite, employeur, salarié, médecin du travail, et le médecin du travail est associé à la démarche. Et c'est l'objet de ce rendez-vous, en tout cas le législateur l'a conçu comme ça, c'est de préparer le retour et d'informer sur les mesures d'accompagnement mobilisables. Donc, en pratique, ça veut dire qu'il faut pouvoir suivre la durée des arrêts pour s'acquitter de cette obligation et puis peut-être s'organiser pour tenir le rendez-vous, hein, savoir ce qu'on va y dire et comment on va le tracer aussi. En tout cas, à minima, le tracer à minima puisque on est quand même encore dans un cadre particulier. Hein, le salarié est encore en arrêt hein, lorsque ce rendez-vous de liaison se tient et le médecin est là aussi pour garantir que les choses se passent dans le strict respect d'une information à délivrer aux salariés. Voilà pour les 5 points qu'on voulait vous exposer hein, sur la santé au travail. En guise de conclusion et peut-être avant vos questions, parce que je vois qu'il y a un certain nombre de questions, vraiment on est convaincu que la santé au travail pour les entreprises, c'est quand même quelque chose aussi qui a trait à moins d'absentéisme. C'est ça aussi la santé au travail, la diminution de l'absentéisme. C'est aussi quand il y a moins d'absentéisme, il y a une performance qui est accrue, il y a une meilleure satisfaction finalement du collectif. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, simplement, on voit bien que les mesures à prendre en compte sont des mesures où peut-être l'entreprise a besoin d'être accompagnée. Et c'est vrai que les services de santé au travail, mais aussi les avocats, bien sûr, hein, peuvent participer à cet accompagnement pour que, justement, on puisse répondre à l'objectif qui est celui de la santé au travail, c'est-à-dire à la fois maintenir un haut degré de bien-être physique et moral dans l'entreprise et prévenir les risques pour être le plus performant possible dans son activité, dans son secteur. Voilà pour ces 5 points rapidement dressés, même si nous avons dépassé, je vois, le temps qui nous était imparti. Donc, Éric, je vous laisse nous dire… Pas tant que ça, Dominique, pas tant que ça. En fait. 8 minutes, en fait, nos juristes sont passionnés et donc elles en parleraient pendant 6 semaines, certainement, sans s'arrêter. On a eu pas mal de questions. J'ai répondu à un certain nombre d'entre elles par écrit en parallèle. Il en reste quelques-unes pour lesquelles soit j'avais pas la réponse, soit je me disais que ça pouvait être intéressant de vous les reposer. Certaines vont avoir des réponses probablement très courtes, d'autres un peu moins. La première, c'était une question de Claire qui est: doit-on prévoir une visite de reprise à la fin d'un mi-temps thérapeutique ? Alors, pour ce qui est du mi-temps thérapeutique, alors il faut savoir que déjà, depuis, il me semble que c'est depuis 2020 ou 2021, le mi-temps thérapeutique n'est plus forcément mis en place à la suite d'un arrêt de travail. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps partiel thérapeutique en lui-même, ce n'est pas une des causes qui donne lieu à l'organisation d'une visite de reprise. C'est l'arrêt qui le précède ou pas. Donc, s'il y a eu un arrêt qui précède, qui est d'une durée suffisante pour nécessiter une visite de reprise, il faudra mettre en place la visite de reprise. Et s'il n'y a pas d'arrêt qui nécessite donc une visite de reprise, ça pourrait être une visite occasionnelle. Donc ça, c'est pour la mise en place. Après, pour la fin du temps partiel thérapeutique, on n'a aucune disposition légale ou réglementaire qui impose une visite de reprise. Et d'ailleurs, ça ne rentre pas dans les cas qui nécessitent une visite de reprise.
Mais on ne peut que conseiller, vu votre obligation en tant qu'employeur, de solliciter tout de même une visite à la demande, une visite occasionnelle, qui sera l'occasion justement de faire le point au retour à temps complet du salarié. Donc pas de visite de reprise à la fin d'un mi-temps thérapeutique, mais possibilité d'une visite occasionnelle ou une visite à la demande. J'espère que j'ai été claire. Toute visite, pour rappel, c'était une question aussi dans le flux pendant le webinaire. Toutes les visites se font à l'initiative. Les demandes, pardon, je vais y arriver, se font par l'employeur selon les process de chacun des services de santé au travail, la plupart du temps sur les portails adhérents. Il y a une question très parallèle qui va prendre 2 secondes. Il y a un type de visite ou de congé plutôt, congé sabbatique. On n'est pas concerné par une visite de reprise. C'était une question de Mouna. Alors, on n'est pas concerné par une visite de reprise parce que le congé sabbatique n'est pas un arrêt de travail, en fait. Hein. Donc, mais par contre, on est concerné par l'entretien professionnel après longue absence, puisque ce congé sabbatique fait partie de la liste des cas dans lesquels l'employeur se doit d'organiser un entretien professionnel à l'issue de cette longue absence qui est l'absence congé sabbatique. Ceci étant, si le congé sabbatique aujourd'hui se développe, l'expérience prouve aussi que les salariés qui partent en congé sabbatique ne reviennent pas toujours. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour forcément définitif dans l'entreprise. Ça va me permettre de rebondir sur une interrogation dans le chat d'Angélique tout à l'heure qui se demandait si l'entretien professionnel après absence est comptabilisé dans le nombre d'entretiens qu'on réalise tous les 2 ans ou alors est-ce qu'il est à part? Non, il n'est pas comptabilisé dans les entretiens de tous les 2 ans parce que c'est un entretien spécifique lié à une absence. Ceci étant, s'il se trouve que ça corrobore les fameuses 2 années, là, la coïncidence va faire que vous n'allez pas faire 2 fois à la même date cet entretien, mais en principe, il est déconnecté. Il est déconnecté puisque le texte le prévoit spécifiquement. Hein. Donc, il se trouve qu'effectivement, on peut avoir plus d'entretiens professionnels que prévu dans des cas de longue absence des salariés. On va revenir sur un peu la base. C'est une question d'Émilie qui se demandait en début de webinaire quels sont les critères pour déterminer qu'un poste est à risque. Alors, juste une réponse courte et concise parce que je pense que sur ce sujet-là, on peut disserter longtemps. Quels sont les critères pour déterminer qu'un poste est à risque? Alors, la notion de poste à risque pour ce qui est du suivi individuel de l'état de santé, eh bien, c'est assez simple puisque c'est très encadré par le Code du travail. On a un article, l'article R4624-23, qui nous fixe en fait qu'est-ce qui relève d'un poste à risque. Eh bien, il y a toute une liste. Donc, ce sont des postes déjà qui exposent le travailleur à certains risques. Donc, il y a l'amiante, le plomb, les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Donc, il y a toute une liste de ceux qui exposent le salarié à un risque particulier. Il y a aussi des postes qui nécessitent une aptitude spécifique. C'est par exemple le cas des salariés qui ont un CACES ou des habilitations électriques. Et l'employeur peut également aussi, lui, ajouter des postes sur la liste des postes à risque. Donc en fait, il faut se référer à cette liste-là et c'est simple, soit votre salarié rentre dans un de ces cas de figure, dans ce cas-là, il devra bénéficier d'un suivi individuel renforcé puisqu'il sera considéré comme étant un poste à risque. Et s'il ne rentre pas dedans, c'est qu'il est un suivi individuel simple et donc non affecté à un poste à risque. Normalement, il vous suffit de faire appel à votre service de prévention et de santé au travail. Lorsque vous allez demander votre visite, ils vous le demandent systématiquement. En fait, ils vous reprennent la liste des postes à risque et comme ça, vous pouvez vérifier si votre salarié rentre ou pas dans ce cadre-là. Merci Alizé. Je continue à scanner les questions. Il y en a beaucoup, donc c'est difficile de s'y retrouver. Je vais y arriver. Qui fait la demande pour la visite de mi-carrière? C'est une question de Laetitia. Comme les autres visites, j'imagine, toujours l'employeur? Alors oui, la visite de mi-carrière, c'est une obligation de l'employeur, donc c'est lui qui doit être vigilant, de faire attention lorsqu'arrivent les 45 ans du travailleur. Alors je ne l'ai pas abordé en présentation vu qu'on n'avait pas le temps, mais il faut savoir que cette visite, elle peut être anticipée et réalisée conjointement dans les 2 ans précédents. Donc, par exemple, ça peut être organisé dès les 43 ans du travailleur. Et il faut aussi faire attention à vos accords de branche, puisque l'accord de branche peut prévoir une périodicité différente. Mais dans tous les cas, la visite de mi-carrière, c'est à l'initiative de l'employeur.
Très bien. On revient sur la visite de reprise. Doit-on faire, c'est une question d'Élodie, doit-on faire une visite de reprise s'il y a déjà eu une pré-visite? J'imagine une visite de pré-reprise. Elle a bien compris le caractère obligatoire de la visite de reprise et se repose la question probablement de l'intérêt de la visite de pré-reprise. Ah, je ne sais pas si Dominique, tu veux le faire ou... Non, mais vas-y, Non. Alizé, pas de souci. Alors, oui, L'une ou bien l'autre, parce évidemment, que en je vais fait, être moins pertinent. alors bien évidemment, il va falloir faire la visite de reprise puisque comme on a vu, la visite de pré-reprise qui est faite pendant l'arrêt de travail, elle n'est pas à l'initiative de l'employeur. C'est le salarié, par exemple, qui va pouvoir en faire la demande. Et l'intérêt de la visite de pré-reprise qui est faite pendant l'arrêt de travail et qui est sollicitée par le salarié, c'est que ça permet de préparer un petit peu les échanges avec l'employeur et de préparer les éventuels aménagements qui vont ensuite être préconisés à la visite de reprise. Mais l'employeur, dans tous les cas, il a l'obligation, dès lors que les cas de figure qu'on a vus tout à l'heure sont remplis, d'organiser la visite de reprise. Et c'est à l'occasion de cette visite-là que le médecin du travail va notamment préconiser les aménagements qui vont devoir être mis en œuvre. Donc c'est vraiment la visite à laquelle on ne peut pas déroger. Et je reprécise pour Sandra qui vient d'interagir sur le chat en parallèle, c'est pour tout arrêt de plus de 30 jours, hein, c'est bien ça. Oui. Il y avait d'autres chapitres que le suivi individuel. Hein. On parle notamment, alors c'est une interrogation de plusieurs personnes, notamment de Christelle et de quelqu'un d'autre, j'ai plus devant la liste. Pour les entreprises de plus de salariés, l'obligation d'un référent santé-sécurité. À quel endroit on peut avoir des informations sur son poste, sur ce poste de référent santé-sécurité? À quel endroit on peut avoir des Enfin, informations? oui, en fait. Oui. Alors, la question, effectivement, dit comme ça, elle n'est pas forcément pratique. Quelle formation, par exemple, existe pour accompagner un salarié sur un poste comme ça? Là, je pense que du coup, je pense qu'au service de santé au travail, vous avez certainement des fiches outils et des formations à destination de ces salariés identifiés référents sécurité. Et je crois aussi que la CRAM propose des outils de formation pour le référent santé sécurité. Et donc, je Oui, pense que oui. Pardon Dominique, je voulais confirmer justement sur le site de Présence Pays de la Loire, il me semble qu'il y a une plaquette dédiée à la notion du salarié désigné compétent. Alors oui, il y a pas mal d'informations de ce type-là, effectivement. J'ai plus en tête le nom du service qu'il a réalisé. La CARSAT Rhône-Alpes avait réalisé un document qui était très bien, qu'on avait repris. Et d'ailleurs, Alizé, tu l'as bien précisé, on a changé de vocable entre le salarié désigné compétent, qui est devenu référent santé-sécurité l'année dernière, si je ne me trompe pas. Absolument. Si on continue, une question qui est un petit peu, j'imagine peut-être plus pour Dominique, quelles sont les sanctions? Question de Céline, quelles sont les sanctions pour la violation à l'obligation d'adaptation au poste de travail par l'employeur? En gros, si un employeur ne veut pas adapter le poste de travail du salarié, est-ce qu'il y a des sanctions possibles? Oui, alors les sanctions, elles sont civiles, hein, c'est-à-dire que les juges peuvent considérer que ce défaut par l'employeur d'adapter le salarié à son poste de travail, en gros, défaut de formation, eh bien, peut créer un préjudice indemnisable. Et c'est d'ailleurs le développement de toute une jurisprudence en lien, où là, on va examiner en lien avec évidemment ce suivi des formations dont la traçabilité doit être actée dans les entretiens professionnels. Donc, effectivement, aujourd'hui, je dirais que le suivi de l'obligation d'adaptation du salarié à son poste de travail, il est accru par ces dispositions légales qui portent sur l'entretien professionnel, puisqu'on va voir ce qui s'est passé. Et donc, la Cour de cassation, pour sa part, a déjà considéré, déjà depuis 2010, qu'un manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation était sanctionnable par des dommages et intérêts, donc des sanctions civiles. Merci Dominique. On approche de la fin des questions auxquelles on n'a pas répondu.
La visite de mi-carrière, si elle n'a pas été faite, est-ce qu'il y a une obligation ou un âge limite pour la faire si jamais elle n'a pas été faite? Alors, idéalement, elle est censée être faite l'année civile des 45 ans. On peut que conseiller, si jamais elle n'a pas été faite, de rattraper le retard et de veiller à ce qu'elle soit réalisée dans les meilleurs délais, puisque ça participe en fait à votre obligation de sécurité en tant qu'employeur. Et le salarié éventuellement pourrait après, se re s en tout cas se retourner contre vous si jamais, les visites médicales n'étaient pas réalisées. Donc on peut que vous conseiller, si jamais il y a eu retard et que ça n'a pas été fait, de le faire. Après, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que la visite de mi-carrière, c'est entré en vigueur, c'est une visite toute récente en fait, qui est entrée en vigueur depuis le 31 mars 2022. Donc ça n'a pas d'effet rétroactif, donc ça ne concerne que les gens qui ont eu 45 ans à partir de 31 mars 2022. Je vais vous lire une avant-dernière question. On finira pas par la plus compliquée, mais presque. Pour la visite c'est une question de Séverine. Pour la visite de reprise suite à un arrêt de travail de plus de 30 jours. Non, c'était pas ça en fait. Il y en a une autre qui s'est glissée en fait. Les questions continuent à arriver. Élodie se reposait la question pour bien repréciser les délais. 30 jours d'arrêt sur un arrêt de travail, 60 jours d'arrêt pour de la maladie. C'est ce qu'elle met dans sa question. Elle a l'impression que toutes les visites de reprise sont à 30 jours aujourd'hui. Est-ce qu'on peut juste redire quel est le délai très rapidement? Alors pour la visite de reprise, donc c'est absence pour cause de congé maternité, absence pour cause d'arrêt de maladie professionnelle. Donc maladie professionnelle, il n'y a pas de durée. Absence pour cause d'accident du travail, donc là c'est une absence d'au moins 30 jours. Et après pour les accidents et la maladie non pro, là c'est une absence d'au moins 60 jours. C'est ce délai-là en fait, le 60 jours qui a été relevé. D'accord. Question de Séverine donc, pour la visite de reprise suite à un arrêt de plus de 30 jours, comment doit-on faire si on ne parvient pas à obtenir un rendez-vous dans les 8 jours de la reprise? Peut-on le reprendre, le salarié, à son poste sans qu'il ait eu sa visite ou doit-on demander une prolongation d'arrêt de travail jusqu'à la reprise? C'était une longue question, je ne sais pas si vous l'avez bien comprise. Oui, c'est vrai qu'effectivement, la visite de reprise, elle doit être organisée au jour de la reprise, donc à la fin de l'arrêt, ou au plus tard dans les 8 jours, sachant que effectivement là on pointe la difficulté parfois de disponibilité du médecin du travail qui ne peut pas assurer nécessairement cette visite dans ce délai. Alors d'abord, premièrement, il faut insister parce que évidemment, l'employeur, s'il fait réintégrer le salarié dans son effectif, alors qu'on est au-delà des 8 jours et que cette visite, bien que demandée, n'est pas encore programmée, il se place lui-même en zone de risque. De là à obtenir un nouvel arrêt du salarié, ça ne va pas dépendre de l'employeur, ça va dépendre évidemment du médecin traitant et d'ailleurs, ça ne garantit pas davantage que le médecin du travail soit plus disponible pour assurer cette visite de reprise. Donc on est un peu dans une difficulté pratique. L'essentiel, à mon sens, étant de faire de la traçabilité et éventuellement même de pouvoir avoir un échange vraiment en direct avec le médecin du travail pour qu'on puisse décaler et faire en sorte que cette visite de reprise se passe le plus proche possible des fameux délais du fameux délai de 8 jours. Ça nous ramène à ce qui sera, si vous voulez bien, la dernière question. On est déjà à presque 55 minutes de webinaire, questions comprises. C'est bien, ça prouve qu'il y a beaucoup d'interrogations et beaucoup de contenu. Ça recoupe ce que vient de vous dire Dominique sur la problématique des services de santé au travail avec le manque de médecins du travail pour pouvoir répondre à toutes les visites. Sachez qu'il y a des protocoles avec la délégation d'un médecin vers son infirmier santé-travail pour réaliser certaines. Sachez aussi que au SSTRN, comme dans les 11 autres services de la région, comme les visites à l'embauche, les visites de reprise sont prioritaires et passent avant toute autre demande moins urgente. On considère évidemment qu'un salarié qui a été arrêté de plus de 30 jours doit pouvoir être vu avant de reprendre son travail. C'est une dernière question qui recoupe cette problématique-là. C'était une question de Christelle.
en début de webinaire, quand une visite à l'embauche pour personnes à risque, en l'occurrence c'était un CACES, n'a pas été faite par le service de santé au travail, alors éventuellement par manque de médecins, malgré ces rappels, quels sont les risques de l'employeur? Quelle est sa responsabilité si la visite n'est pas faite? Alors, juridiquement, si la visite d'embauche, qui plus est sur un poste à risque, n'est pas réalisée, il y a un enjeu éventuel de licenciement sans cause si le salarié est déclaré inapte. Alors, le défaut de validation finalement de l'aptitude au poste se sanctionnerait par un licenciement sans cause. D'où l'intérêt de pouvoir tracer les demandes réitérées pour faire cette visite d'embauche, qui s'appelle plus visite d'embauche d'ailleurs, hein, mais visite d'information et de prévention faite par un médecin du travail parce que c'est un poste à risque. Donc, de toute façon, il faut absolument insister pour que cette visite se fasse parce que poste à risque, c'est visite par un médecin du travail. Mais l'enjeu, la responsabilité, l'enjeu, c'est éventuellement un licenciement sans cause si le salarié est déclaré inapte et qu'on se rend compte qu'il n'a jamais fait l'objet d'une visite d'aptitude au poste, c'est-à-dire par la validation de cette visite d'information et de prévention. On retouche bien là la problématique dont je vous parlais, hein, c'est que les territoires sont très différents, même dans une région comme les Pays de la Loire. C'est plus facile dans une métropole comme Nantes et un gros service comme le SSTRN d'attirer des médecins du travail. Il n'y en a pas suffisamment en France pour couvrir tous les besoins partout. Mais tous les territoires sont pas logés à la même enseigne en la matière. Et pour certains services de santé au travail, le manque de médecins peut rendre la réalisation des visites éventuellement assez acrobatique. Sachez que de toute façon, comme je vous le disais, hein, tout ce qui est reprise et tout ce qui est visite à l'embauche sont largement prioritaires dans les plannings de tout le monde. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Eh bien, je vous propose qu'on s'arrête là, après 56 minutes. C'était une belle session avec plein de contenu. Comme je vous le disais dans le chat, le webinaire sera visible en replay dans la foulée. Chaque participant recevra un mail. On mettra tout ça sur la chaîne YouTube de Présence Pays de la Loire en ligne la semaine prochaine, et autant les replays vidéo que les documents qui vont avec. Merci Dominique, merci Alizé, merci à tous d'avoir participé. Merci. Et puis n'oubliez pas, il y a encore d'autres webinaires cette semaine. Si vous avez envie d'en suivre, c'est possible. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Bon après-midi. Au revoir.